Bonjour. Alors, bonjour à tous, Rémi Cellier, je suis responsable du développement de France Tiers-Lieux. Donc moi j'étais précédemment au commissariat général à l'égalité des territoires jusqu'en 2017-2018, 19 même en fait, où je travaillais sur le lien entre innovation sociale et innovation publique. Et donc on découvre ce phénomène des tiers-lieux, en tout cas au sein de l'État, puisque c'est un phénomène qui a déjà très largement émergé dans les territoires. Ça fait 15-20 ans que des friches culturelles, des cafés associatifs, des ateliers de fabrication numérique, des hackerspaces, des espaces de travail partagés en tout genre, même des jardins partagés, des épiceries solidaires, des espaces un peu mixant un peu tout ça justement, ont émergé sous forme de mouvements souvent ou de réseaux. On retrouve le réseau français des Fab Labs, le réseau des tiers-lieux libres open source. En fait, on découvre un peu avec ce rapport la force de ce mouvement et son ampleur dans les territoires en fait. Et on compte 1800 tiers-lieux en France. Et à la fin de ce rapport, on dit au gouvernement, on dit à l'État et aux collectivités territoriales, il faut se saisir de ce mouvement des tiers-lieux, de ces espaces qui sont portés par la société civile dans les territoires et qui répondent à de vrais besoins, qui accueillent des travailleurs, qui permettent de créer du lien social, qui sont des espaces ouverts, souvent d'accueil inconditionnel, mais qui mixent en fait lien social, culture, travail, un peu sous des formes très hybrides. Et donc on porte ce rapport auprès du gouvernement, on leur dit qu'il faut soutenir ce mouvement, il faut que l'État accompagne ces dynamiques, accompagne la société civile dans son action au plus près au cœur des territoires, et sous un format un peu différent. Donc le rôle de France Tiers-Lieux, c'est vraiment de développer des outils communs, de développer les réseaux régionaux de tiers-lieux, de développer des partenariats avec des acteurs nationaux de type Pôle emploi, la SNCF ou tout autre type d'acteurs, pour que ces acteurs puissent expérimenter des choses avec les tiers-lieux, travailler avec eux. Notre actualité aujourd'hui, c'est qu'on a remis un rapport 3 ans après, un nouveau rapport, un peu fonctionne sous forme de rapport, mais c'est important pour exister, vous devez probablement le savoir, au réseau de Cocagne, auprès des institutions publiques, en particulier auprès de l'État. On a remis un rapport au Premier ministre le 27 août dernier, c'est ça, qui est là, et vous en trouverez un exemplaire que vous pouvez consulter sur la table, qui fait un peu l'état de la dynamique des tiers-lieux aujourd'hui en 2021. Et quel état hein, ouais, il y a du lourd, il y a du lourd. Il est assez lourd. Et on veut montrer en fait que les tiers-lieux sont extrêmement divers. En fait, on aborde le sujet à travers 10 grandes transitions, donc emploi, travail, culture, transition écologique, recherche-action et formes de recherche-action dans les territoires, lien social. Je vais en oublier, mais on aborde 10 grandes transitions et à chaque fois on montre, avec 3 exemples de tiers-lieux, comment les tiers-lieux permettent dans les territoires de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et d'inventer des réponses en fait portées par la société civile en partenariat avec des entreprises, en partenariat avec les collectivités territoriales. Et donc on montre par l'exemple comment les tiers-lieux incarnent la capacité de la société civile à faire ensemble et à produire des réponses nouvelles au plus près des besoins en fait. Qui ne sont pas portés par les collectivités territoriales, mais qui sont vraiment portés par des communautés d'acteurs publics, privés, collectifs de citoyens, associations historiques. Il y a divers exemples de tiers-lieux. Je laisserai Timothée aussi et Dominique illustrer un peu ce que ça peut être un tiers-lieu alimentaire. Et donc on a remis ce rapport au gouvernement et on fait un peu l'état de la dynamique des tiers-lieux. En termes de chiffres aussi, on a recueilli des données sur 700 tiers-lieux en France et 200 porteurs de projets. C'est la première fois qu'on a autant de données sur le sujet des tiers-lieux, donc c'est quand même assez intéressant. Et on estime qu'aujourd'hui, il y a autour de 2500 à 3500 tiers-lieux en France. Nous, on estime que c'est un véritable mouvement de société, peut-être le plus large depuis l'émergence des maisons des jeunes et de la culture et de l'éducation populaire. D'ailleurs, on voit une vraie filiation en fait, entre les maisons des jeunes et de la culture, l'éducation populaire et le mouvement des tiers-lieux. Et on pense qu'il y a vraiment aujourd'hui, c'est essentiel pour l'État de se saisir de ce mouvement, de se saisir de cette capacité un peu de la société civile à s'organiser en local pour répondre aux besoins. Pour vous donner donc quelques chiffres, on estime qu'il y a autour de 150 000 personnes qui travaillent chaque jour dans les tiers-lieux. Donc là, je parle des coworkers, des résidents, des travailleurs en tout genre qui résident dans les tiers-lieux chaque jour. On estime qu'il y a 2,2 millions de personnes qui sont venues en 2019 travailler ou porter un projet ou réaliser un projet dans un tiers-lieu.
Le chiffre d'affaires cumulé des tiers-lieux, on estime que c'est 250 millions d'euros. C'est 6300 personnes qui travaillent pour faire vivre les tiers-lieux au quotidien, facilitateurs de tiers-lieux, gestionnaires d'espace, chargés de communication ou autres. C'est des modèles économiques hybrides, avec 50% de recettes propres et 50% de subventions, parce qu'en fait, c'est des lieux qui à la fois sont dans la création d'activités économiques, mais sont aussi dans des activités de lien social, d'inclusion numérique, de réponse à des besoins sociaux, d'insertion professionnelle, bref, des offres diverses et variées. Et donc on voit qu'il y a des modèles économiques très hybrides avec 50% de revenus propres et 50% de subventions publiques. Ça c'est en moyenne en tout cas. Sur la diversité des tiers-lieux et les formes juridiques, on a 62% de tiers-lieux qui sont sous statut associatif, 26% qui sont sous statut de SAS, SARL ou SA, et 8% qui sont des SIC, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif, et des SCOP, des sociétés coopératives. Et on a 10% quand même de tiers-lieux qui sont portés par des EPCI ou des collectivités. Et 3% qui sont portés par des établissements d'enseignement supérieur, universités ou des écoles. Et pour les grands types d'activités de tiers-lieux, on a essayé de faire une typologie, mais qui n'est pas exclusive en fait, donc c'est des activités qui se cumulent. 75% de tiers-lieux déclarent faire du coworking, 30% sont des Fab Labs ou des ateliers de fabrication numérique, 27% sont des tiers-lieux culturels, 19% des ateliers artisanaux partagés, 17% des laboratoires d'innovation sociale ou Living Lab comme ils s'appellent, 14% ont une dimension cuisine partagée, cuisine ouverte, et 9% des tiers-lieux ont une activité de jardin partagé, de production agricole ou des terres partagées en fait. Donc c'est quand même, ça veut dire que ça fait quand même autour de 250 à 300 tiers-lieux qui ont cette activité de production agricole, ou à minima des jardins partagés ou de l'agriculture urbaine. Et idem, ça veut dire qu'on a presque autour de 350 tiers-lieux en France qui ont une dimension cuisine ouverte, ou épicerie solidaire, ou qui sont engagés sur ces sujets d'alimentation durable. Pour revenir sur cette dimension tiers-lieu nourricier, c'est une des thématiques qu'on aborde dans le rapport. C'est un sujet qui est particulièrement émergent au sein des tiers-lieux. On reçoit chaque année, depuis 2 ans en fait, près de 100 à 150 personnes qui nous contactent en nous disant voulant ouvrir des tiers-lieux nourriciers. On n'est pas vraiment en capacité de leur répondre pour être honnête. Donc il y a un besoin urgent qu'on s'organise collectivement pour voir comment on accompagne ces personnes, comment on répond à leurs questions, comment on est en capacité de les former, de les outiller sur ce sujet des tiers-lieux nourriciers. C'est un vrai besoin parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Nous, on a ouvert un questionnaire sur notre site, bon, c'est sur les tiers-lieux en général, mais on n'a même pas communiqué dessus. On a eu 800 porteurs de projets qui ont répondu. Donc il y a un vrai engouement, peut-être même un effet de mode sur le sujet des tiers-lieux. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie envie de créer des tiers-lieux, et en particulier des tiers-lieux nourriciers. Et on n'est pas forcément en capacité aujourd'hui de répondre aux besoins d'outillage sur ce sujet. Et plus largement, nous, l'intérêt qu'on trouve dans les tiers-lieux nourriciers, c'est avant tout, je reprendrai peut-être la typologie de Fablim, mais après j'essaierai de ne pas trop long. Fablim identifie 3 types de tiers-lieux nourriciers. Des tiers-lieux qui se consacrent à la justice alimentaire, où là c'est plutôt des tiers-lieux généralistes, type les Fablim, donc c'est une étude qui est disponible aussi sur le dehors, si personne ne l'a volé entre temps. Je crois qu'il reste beaucoup d'exemplaires, ouais. Qui concerne les tiers-lieux nourriciers, qui a été rendu l'an dernier. Elle a été, c'est issu d'un recensement de 125 tiers-lieux nourriciers et d'une étude approfondie de 15 tiers-lieux nourriciers. Ils ont identifié 3 types de tiers-lieux nourriciers. Donc les tiers-lieux justice alimentaire, qui sont des tiers-lieux plutôt généralistes, où là on mélange travail partagé, café associatif, espace de lien social, mais des dimensions d'épicerie solidaire, des actions de sensibilisation à l'alimentation durable, de la vente de paniers solidaires, des activités d'AMAP. Donc c'est des tiers-lieux qui sont très hybrides, je dirais, et pas concentrés uniquement sur les dimensions agricoles. Ils identifient ensuite des tiers-lieux qu'ils appellent tiers-lieux alimentation citoyenne, qui là sont plutôt des éco-villages, des écolieux. On peut regarder par exemple l'exemple de l'écolieu Jeannot, mais il y en a d'autres, qui sont des tiers-lieux où des citoyens sont invités en fait à monter en compétence sur ces sujets de l'alimentation et de l'agriculture. Donc c'est plutôt de la pratique agricole, mais pour des citoyens, pas pour des professionnels. Donc ça peut être de l'agriculture urbaine également. Voilà, de la montée en compétence et de la sensibilisation sur le sujet de l'alimentation durable. Et enfin, on a quelques exemples dans le rapport, notamment la ferme des Volonteux, qui est en fait
une ferme avec des néo-agriculteurs qui partagent en fait des outils, des équipements et des terrains, et qui sont pour la plupart d'entre eux dans une coopérative d'activité et d'emploi. Donc là on est sur une forme de coopérative agricole, même de coopérative d'activité et d'emploi donc, où on a des néo-agriculteurs qui sont des maraîchers souvent, ou des entrepreneurs agricoles récents qui se sont installés en CAE pour être accompagnés dans la création de leur activité agricole. Donc c'est un format qui est assez intéressant puisque mais je ne suis pas le mieux pour en parler, on va peut-être en dire quelques mots, beaucoup de jeunes entrepreneurs ou de personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture n'ont pas l'accompagnement et n'ont pas l'écosystème ou les ressources pour se lancer sur le sujet. Et la CAE permet de faire des contrats à cap d'accompagnement pour se lancer dans son activité agricole.